Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Alors, je vous montre ici que de regarder la photo, je trouve cet organe de 1,5 kg énorme. Vous voyez? Il est localisé au niveau de l'épigastre. Et à côté, pourquoi j'ai mis tout ça? Parce que s'il y a une maladie, une étiquette qu'on peut très bien s'occuper, qui est le cœur de la nutrition fonctionnelle, c'est la stéatose hépatique. Donc, ma question est, avez-vous compris la stéatose hépatique déjà? Et après, sous un point de vue de la nutrition fonctionnelle. Aujourd'hui, on va parler de notre partie 1, qui sont les incontournables du foie, où je vais faire un type de voyage vite, parce que si on va parler du foie, on a besoin vraiment d'une formation. Mais on va commencer à se former quand même. Et là, on va faire un survol sur le foie, sur la maladie, comme elle est diagnostiquée, pas pour nous, par le médecin, mais il faut savoir. Et la vision de la nutrition fonctionnelle, parce que nous, on a un rôle à jouer dans cette histoire-là, très importante. Vem comigo! Et je voudrais vous rappeler de tout simplement de cette notion ici, de cet arbre. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que ici, on a ce concept de la nutrition fonctionnelle et vous savez que qui va s'occuper normalement de cette étiquette stéatose hépatique, ça sera l'hépatologue, le gastro-entérologue et le médecin généraliste. Et je vais essayer de vous montrer les deux côtés parce que un médicament pour ça, il n'y a pas. Ça commence à venir, mais vraiment, il n'y a pas. Et je voudrais vous dire que je vais essayer de décompliquer le foie parce que tout le monde parle de détoxification. Évidemment, comme je vous ai dit, ça demande une formation. Mais je vais déjà commencer à enlever tous les problèmes pour décompliquer ce foie pour vous. Donc, dans la conception de la nutrition fonctionnelle, on va plutôt regarder cette stéatose toujours en commençant par la base. On va analyser tout simplement le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, l'hydratation. Alors, il faut savoir que les choses ne sont pas aussi simples. Parce que quand je dis ça, évidemment, une personne qui présente là-haut un problème, l'activité physique doit être adaptée. L'alimentation, ce n'est pas une alimentation traditionnelle. Elle doit être adaptée. Tout sera adapté en fonction de tous les signes et symptômes. Mais parfois, là, on n'a pas beaucoup de signes et symptômes. C'est pour ça que je choisis ce sujet. Et après, on va voir tous les antécédents du patient, le déclencheur, le médiateur. Ça veut dire qu'on met cette personne dans la matrice de la nutrition fonctionnelle. Et on va voir quels sont les nœuds qui seront inclus ou qui méritent notre attention par rapport à la stéatose hépatique. Il y a essentiellement 3 nœuds principaux. L'assimilation, parce que on sait bien qu'un intestin, si on a des déséquilibres intestinaux, par exemple, je pense à une chose très compliquée que c'est la maladie cœliaque. La maladie cœliaque va entraîner des altérations au niveau de ALAT, au niveau d'ASAT. On va parler de tout ça. Hein? Énergie, biotransformation. Donc déjà, pour aujourd'hui, on va parler des incontournables du foie. La prochaine fois, on parlera un peu, beaucoup, de tout ce qu'on considère le marqueur inflammatoire du foie. On va parler d'ASAT, d'ALAT, on va parler de gamma-GT, on va parler de albumine, on va parler un petit peu d'ammoniac, on va parler de beaucoup de choses. D'accord? Et alors, pour être dans la capacité d'intervenir en nutrition fonctionnelle, la science fondamentale de l'humain va exiger des connaissances. Je voudrais vous dire que notre objectif, c'est la compréhension clinique de la stéatose hépatique
par la nutrition fonctionnelle. C'est pas de jouer le rôle de médecin. Évidemment, un médecin qui est fonctionnel, il aura beaucoup plus d'outils là à sortir qu'un médecin allopathique traditionnel. Mais nous, de la nutrition fonctionnelle, on a l'obligation d'intervenir à ce moment-là. Et donc, la science fondamentale de l'humain. Je reviens à cette histoire de la science fondamentale. Il y a des exigences. Si vous voulez participer de ce monde de patients, de clients en termes de santé, vous avez besoin de connaître profondément le foie. Parce que c'est un organe noble. C'est un organe qui va se lier à tous les autres organes. Donc, impossible de ne pas connaître le foie. Et donc, je vous demande déjà, dans votre tête, est-ce que vous pouvez déjà me dire où vous êtes par rapport aux aspects anatomiques du foie, l'histologie du foie, la circulation du foie, les fonctions du foie, le métabolisme du foie, la capacité de détoxification, comment se fait cette détoxification et la synthèse de la bile. Là, je vous mets en sciences fondamentales de l'humain les éléments principaux qu'il va falloir connaître pour que vous puissiez atteindre le sommet du professionnel de santé. OK? C'est ça que je veux dire. Les incontournables du foie. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir déjà sur ce magnifique foie? 1,5 kg, 1500 grammes, moyenne. Les femmes, un peu moins, les hommes, un peu plus. Normal. Voici mon foie que j'ai dessiné. Il faut savoir que le foie, il a deux entrées principales. La première entrée qu'on appelle la veine porte, qui va apporter tout ce qui va venir du tractus gastro-intestinal. Quand on parle de tractus gastro-intestinal, les gens ne parlent que de l'intestin. Non. Cette communication du tractus gastro-intestinal sera estomac, duodénum, jéjunum, iléum, côlon. Tout ça va par la veine porte. Sans compter quelque chose d'hyper important qui sont les médicaments qui vont faire ce qu'on appelle le premier passage qui s'appelle passage hépatique. Donc, les médicaments per os, par voie orale, va rentrer dans le tractus gastro-intestinal. Il va se communiquer avec nos organes à partir de la veine porte qui va effectivement arriver au foie. Donc, vous voyez que la veine porte, elle est un tuyau qui va communiquer avec le foie et le foie sera responsable de faire le tri de tout ça. C'est énorme. Cette veine, normalement, il va recevoir à peu près 1000 ml qui va venir du tract gastro-intestinal par jour. De l'autre côté, ce foie, il a besoin de respirer, il a besoin d'oxygène, il a besoin de vivre. Donc, on a notre fameuse artère hépatique. D'où vient cette artère hépatique? Parce que si vous n'avez pas dans votre tête tous les schémas de où ça vient, où ça va, vous aurez beaucoup de mal de voir votre patient, de regarder son foie du côté droit, ça veut dire du côté opposé de votre corps, et de commencer à réfléchir. Parce que notre travail, c'est un travail de réflexion. Ce n'est pas un travail de protocole, de suivre une recette. Oubliez les recettes, s'il vous plaît. Oubliez. J'ai choisi le foie exactement parce que les écoles naturopathiques et d'autres donnent toujours de protocoles. Protocole pour cholagogue, cholérétique, protocole pour ça, protocole pour cela. Et ils ne laissent pas la personne réfléchir. Parce que le foie, c'est un organe noble qu'il va falloir faire allusion à d'autres organes. Et vous voyez ici que je vous montre quelque chose d'extrêmement basique, qui est la division pour localiser les organes. Et le foie, il est plutôt dans ce niveau épigastre. Donc, on a épigénétique, en dessus de la génétique, épigastre, en dessus. Donc, on a 9 cadrans où on va voir d'un côté l'hypochondre droit, hypochondre gauche, région lombaire, ça veut dire qu'il est au niveau de lombaire, région lombaire droite et gauche, et en bas, on a la région qu'on appelle inguinale,
qui est où on va trouver quand même notre épine iliaque droite et gauche. Et région hypogastre ou supubienne, au niveau là du pubis. Supubienne, un peu en dessus du pubis. Donc, nous sommes en train de parler du foie qui va avoir une priorité sur cette région qu'on appelle épigastrique. Très bien. Vous voyez qu'on est bien en train de parler de base fondamentale. Évidemment, j'ai énormément plus de choses à vous parler, mais déjà, vous êtes en train de vous localiser. Alors, cette artère hépatique vient alors oxygéner notre foie. C'est elle qui va porter l'oxygène du foie. Et donc, vous avez compris qu'on a deux rentrées. De la veine porte, que je viens de vous expliquer, et de l'artère hépatique. Cette artère hépatique, il faut quand même localiser les choses. Qui on a ici? Le tronc cœliaque. Ici, on a notre diaphragme. OK? Le diaphragme. Là, on va voir artère rénale gauche. On va voir artère gastro-duodénale. On ne va pas faire un cours sur les artères, mais artère mésentérique supérieure, mésentérique inférieure. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle-là, l'artère hépatique. Vous voyez qu'elle vient du tronc cœliaque. Ça veut dire qu'il a déjà passé par le cœur. On est parti de l'oreillette gauche. Et là, on rentre dans la carotide. On va arriver ici avec notre sang oxygéné au niveau de ce tronc cœliaque. Donc, ce que l'on sait, c'est que ça va sortir par mon oreillette gauche. On est d'accord? On a veine cave inférieure, oreillette droite, ventricule droit. N'est-ce pas? Ça, c'est pour l'arrivée. Et après, on va sortir. OK. C'est bon. Je voudrais parler de l'aorte. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ici, cette artère hépatique, elle va arriver à oxygéner mon foie. D'où elle vient? Elle va venir de notre aorte, n'est-ce pas? À passer par le cœur. On est d'accord. Partie gauche. Là, on est bon. Alors, on continue. Donc, on a localisé notre foie, on a dit combien il pèse, on a vu ce deux tuyaux-là, mais il y a encore ici, pour que vous puissiez voir vraiment tout ce qui va se passer. Donc, vous avez ici, comme je vous avais dit, hein, ici notre foie, on a ici, regardez, tout ce qui va venir du côlon, de la rate, de l'estomac, qui c'est toute cette partie gastro-intestinale qui va prendre la veine porte, vous voyez, et qui va arriver dans mon foie. Regardez où est notre diaphragme. Il est là. OK? Je pense que là, c'est clair. Et là, on va prendre la veine hépatique, OK? Qui va faire sortir. La sortie, c'est la veine hépatique. Vous voyez? Hepatic veins. Et la veine hépatique va se unir à la veine cave inférieure qui va jusqu'à l'oreillette droite de notre cœur. Là, c'est bon. Vous avez bien compris la situation? Alors, je vous ai parlé de ces deux tuyaux. Un tuyau qui vient de la veine porte et un autre qui va apporter le sang oxygéné. Donc, tout ça, c'est input. C'est ce qui arrive au foie. Mais le foie, il est intéressant parce qu'il a aussi la veine hépatique où va sortir tout ce que je viens de vous expliquer. Donc, cette veine hépatique, elle va sortir du foie et elle qui va s'unir à la veine cave inférieure et gagner l'oreillette droite du cœur pour beaucoup plus après rentrer dans notre circulation sanguine. OK, ça c'est bon, j'espère que vous avez compris. Donc, il y a dans ce que je suis en train de vous expliquer, si rentre dans la circulation sanguine, ça veut dire qu'on a une fonction endocrine de notre foie. Mais le foie, il a aussi une fonction exocrine. Donc, le foie, il a une fonction endocrine. Ça veut dire que sa production va se verser dans la circulation sanguine. Mais il y a aussi une fonction exocrine. Donc, fonctionne un peu comme le pancréas. Fonction endocrine et exocrine. Qui est là-haut? Qui est cette personne-là? Cette personne-là, c'est un tuyau
qui est responsable pour la production de la bile, où on a ici, c'est le canal hépatique, formé du canal hépatique droit, canal hépatique gauche, et ici, c'est notre canal hépatique, droit et gauche, qui vont s'unir et former un canal qu'on appelle le canal cystique, qui vient de la vésicule biliaire, n'est-ce pas? Canal vésicule biliaire, canal cystique, qui va rencontrer notre canal hépatique et on aura le fameux canal de cholédoque. Et à partir de là, c'est qui va se former au niveau du foie? On aura la bile. Donc, la synthèse de la bile est au niveau du foie. Après cette bile, une partie sera stockée au niveau de la vésicule biliaire qui va, au moment de notre repas, par exemple, cette bile sera libérée par les actions des hormones comme cholécystokinine, par exemple, qui vont faire libérer cette bile pour faire la émulsification du gras, transformer les grosses boules de gras en petites boulettes qui, après, va gagner notre corps sous la forme des chylomicrons, etc., etc. Donc, est-ce que tout ça fait du sens pour vous? Ça, il faut absolument que ça fasse du sens, parce que sinon, c'est compliqué. En revanche, quand on va revenir à la structure du foie, le foie, il y a une sous-unité fonctionnelle. D'ailleurs, tous les organes ont de sous-unités fonctionnelles. Si on parle de la sous-unité fonctionnelle du rein, c'est le néphron. Si on parle de la sous-unité fonctionnelle du foie, c'est les lobules. Et là, je vais vous montrer ici les lobules. Les lobules, c'est entre 50 000 à 100 000 lobules dans le foie. Des structures comme ça. Remarquez bien qu'il y a une forme hexagonale, ok? Et dans chaque vertice de cet hexagone, on va trouver ce que je viens de vous expliquer. La triade, c'est quoi la triade? La triade, c'est ça. Oh. On a là les canals, ça c'est la partie exocrine, on a l'artère et on a la veine. On a cette triade-là. Et on a un canal, la veine du canal central, la central vein, la veine centrale, qui est au milieu de ces lobules. Donc, à chaque coin, on va avoir cette triade. Vous comprenez? On a le conduit qui va produire la bile, le canal hépatique, on a la veine porte et on a l'artère hépatique dans chaque coin de cet hexagone qui constitue la sous-unité fonctionnelle de notre foie. Et au milieu, on a ça. Et là, on va détailler un petit peu plus. Regardez, c'est pas compliqué. C'est très beau d'ailleurs. Alors, ça ici, regardez la situation. La triade. Ici, j'ai la veine porte. Donc, je suis en train d'augmenter ce dessin-là, ce schéma-là. Je suis en train de vous montrer cette structure ici. Oh. Vous voyez ici la veine centrale. Regardez. Attendez, hop. Ici, la veine centrale. Attendez, je vais faire comme ça. La veine centrale, la veine centrale. Vous voyez qu'il y a une communication ici quand même. Ici, on a une communication. Avec quoi? Avec la veine porte. Communication avec la veine porte. Il y a aussi une autre communication ici, oh, avec l'artère hépatique, qui est cette rouge-là. Et à côté, on a ici oh, notre canal pour la partie qu'on appelle de production de bile, qui est le canal hépatique. Donc, je vais répéter maintenant en train de vous montrer la partie centrale qui va se communiquer avec la veine porte au travers d'un passage qui s'appelle sinusoïde. Et aussi l'artère hépatique qui va communiquer aussi avec là-haut. Là-haut. Vous voyez? Sinusoïde pour communiquer avec la veine centrale. Et ici, oh, ça communique aussi, oh, sinusoïde. Et ce sinusoïde, vous voyez le sinusoïde là,
on va voir quelques spécialités de cellules qui vont tout au long de ce sinusoïde. Le premier sont les cellules qu'on appelle endothéliales. C'est là, cellules endothéliales. Après, vous voyez ici, tout en orange, sont les hépatocytes. Les hépatocytes, ils se différencient. Tous les hépatocytes ne sont pas exactement le même. Ici, on a les hépatocytes qui vont être à côté de ce ducte-là, de production de bile, du ducte hépatique. On a d'autres hépatocytes qui sont au long de ce sinusoïde. Et donc, tout ça, c'est hépatocytes. Ça, c'est les cellules endothéliales. Et il y a cette rouge-là, vous voyez, qui est la cellule de Kupfer. La cellule de Kupfer, c'est un macrophage. Qu'est-ce que c'est un macrophage? Un macrophage, il est fixe dans l'organe, dans un tissu. Et là, au niveau du foie, s'appelle Kupfer, système immunitaire, qui va agir dans différentes situations en train de faire la défense de notre région qui est là, au niveau de l'ovule. Pour tout le monde, est-ce que c'est clair pour vous? Ici, on a le canal biliaire, vous voyez? Donc, je pense que tout est clair pour vous. Alors, si on parle de fonction du foie, en gros, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de connaître? On aura besoin de connaître filtration et stockage de sang, parce que ça sont des fonctions du foie. Métabolisme et détoxification. Métabolisme et détoxification, vous savez qu'au niveau du foie, mon Dieu, on aura tout ce qui est métabolisme glucidique, la glucogénèse, la néoglucogénèse, la néoglucogénolyse. Enfin, je ne vais pas passer ma nuit en train de parler de ça, mais le métabolisme au niveau du foie, c'est énorme. Et ne parlons pas de la capacité du foie de détoxification avec sa phase 1, phase 2 et la partie élimination qu'on peut parler de phase 3 si vous voulez, qui sera au niveau du rénal, et la formation de bile qui, comme je vous ai dit, fait partie de la fonction exocrine. Donc, tout ce qui est métabolisme fait partie de la fonction endocrine. Et la partie de formation de bile est exocrine. Et aussi la capacité de régénération. Le foie, c'est un organe qui, une formation, elle va durer longtemps. Une formation que je parle en nutrition fonctionnelle. Pourquoi? Parce qu'il va falloir lier tout ça au métabolisme glucidique, au problème de détoxification, au problème de environnement, au problème de médicaments. Ouh là 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 là, n'est-ce pas? Alors, si on passe à notre sujet, qu'est-ce que c'est la stéatose? On a plusieurs noms. On va petit à petit parce que je voudrais déjà vous montrer quelque chose. On a NAFLD. Je vais parler ça en anglais parce qu'en français, je trouve qu'il y a un mélange dans la traduction. Donc, je préfère utiliser Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Donc, ici, c'est maladie. Le mot maladie est dedans. Donc, ça, c'est un groupe de déséquilibre, de choses qui vont déséquilibrer. En tant que les NASH, qu'on parle beaucoup, est une stéatohépatite. Donc, là, déjà, ne mélangez pas les choses. Les NASH que vous dites, ah, ça, c'est une stéatose non alcoolique. C'est pas exactement ça. C'est une stéatose non alcoolique inflammée avec hépatitis. Donc, s'il y a it, il y a la présence d'inflammation. Et c'est ça qui fait la différence entre ce qu'on appelle un foie gras qui n'a pas comme source l'alcool. Donc, vous voyez bien que le NAFLD, c'est le début de l'histoire. Ce n'est pas le NASH. Le NASH, on a déjà la présence inflammatoire. Alors, graisse du foie. On a tous un peu au niveau du foie. C'est un organe riche en graisse. Il faut le dire ça. Le problème, c'est la quantité. Normalement, jusqu'à 5% du poids total du foie est constitué de matière grasse.
et il pèse, comme je vous ai dit, en moyenne 1,5 kg. Après, 30% de la population mondiale a une quantité supérieure à 5%. Là, on a déjà un problème, n'est-ce pas? Et ça vient de plusieurs sources. Mais l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, l'hydratation sont fondamentales. C'est plus que fondamental dans ce cas-là. Après, je vais revenir à tout ça calmement. Je donne une vision générale. Que si vous ne connaissez pas, peut-être vous allez être un peu perdu. C'est pas grave. Il présente des caractéristiques génétiques et épigénétiques. Propension héréditaire, on ne va pas nier qu'il y a ce côté génétique, mais surtout un côté épigénétique. L'environnement va jouer beaucoup. Alors, cette non-alcoholic fat disease est une maladie génétique environnementale. Ça veut dire une épigénétique qui s'est exprimée et qui est devenue une maladie. Donc, c'est une maladie génétique, oui, qui s'exprime, liée à l'environnement, liée au mode de vie, au stress métabolique, dont la pathogénèse n'est pas très claire. On va parler, pas aujourd'hui, des gènes qui sont les gènes qui vont exprimer ce type de maladie. Attendez. Et qui on peut mesurer aujourd'hui. Après, elle est déclenchée par la surconsommation et l'inactivité physique, sédentarité, qui entraîne résistance à l'insuline et un stress oxydatif. Mais vous voyez quand même que ce schéma-là, c'est le même schéma, par exemple, d'un diabète. OK? Donc, c'est pour ça qu'on dit que le terrain, il va jouer à partir du moment que la personne n'a pas un mode de vie adéquat. Ça va exploser quelque part, on va dire. De plus en plus de preuves indiquent, ça c'est hyper important, que le dysfonctionnement mitochondrial joue un rôle essentiel dans la pathogénie de la stéatose hépatique. Maintenant, je vais vous montrer, parce que ça va devenir beaucoup plus clair, c'est l'évolution d'un foie qui est sain, qui n'y a pas de problème, pour un foie qui est malade. Regardons ensemble. Je suis en train de vous montrer les incontournables. Vous ne pouvez pas intervenir dans cette histoire si vous ne connaissez pas ça. Donc ici, je pars de la couleur. Observez déjà la couleur. La couleur et les tissus, comment il évolue. Ici, c'est un foie sain. Remarquez la couleur. Qu'est-ce qui va se passer? Remarquez ici. Ici, on a déjà des altérations. OK? On a passé de NAFL disease, D, à NASH. NASH, présence inflammatoire. Et ici, j'ai déjà une cirrhose. Et dans ce schéma de cette partie en bas, elle est encore plus claire parce que ce NASH-là, cirrhotique, on appelle, regardez toutes les boules de ce foie cirrhotique. Il va devenir un foie avec de la carcinogénèse. Un foie qu'on appelle un foie avec du carcinome, cancéreux. Et donc, on va partir alors de la situation présente. Non-alcoholic fat liver disease. On a passé de ça à cette situation ici. Ici, j'ai quelques facteurs de risque pour passer de cette situation de super à altération hépatique. Regardez avec moi. Obésité, hypertension artérielle, diabète. J'avais parlé du diabète, c'est un déclencheur pour le diabète lui-même, le mode de vie, mais le propre diabète va déclencher aussi cette histoire de foie gras. Dyslipidémie, ici on va parler plus tard qui sont nos gènes. Polymorphisme, n'est-ce pas, si on parle de gènes. SNPs, on parle du microbiote et on parle des habitudes alimentaires. Vous voyez que tout ça, mais si on parle d'obésité, on parle d'habitudes alimentaires. Si on parle de diabète, on parle d'habitudes alimentaires. Si on parle de dyslipidémie, on parle d'habitudes alimentaires. Si on parle du microbiote, on parle d'habitudes alimentaires.
Donc, vous voyez que l'intervention de la nutrition fonctionnelle, elle est presque 100% efficace. 100% efficace. Et passons maintenant à cette situation, la deuxième, qui est les NFLD, j'ai mis le mot disease, maladie, touche plus d'un quart de la population mondiale, comme je vous ai dit. Elle est devenue la principale cause de cirrhose dans les pays occidentaux développés. Les nôtres, les vôtres, nous tous. Vous voyez bien qu'on parle de feuilles de la nutrition fonctionnelle, si vous pensez à l'arbre. Mais la cause, elle est au sol. La cause est dans les racines. La cause, c'est tout ce qu'on parle tous les jours. C'est de mettre cette personne, pas se préoccuper directement en train de donner des choses, de traiter le foie. Non, on va partir de la base, du sol, de la racine. Et ici, on va voir le NASH. Le NASH, c'est un stéatohépatite. Et donc là, on va voir la présence, la stéato S, hépatite, la présence de l'inflammation. Inflammation, lésion hépatocellulaire. On a déjà une présence forte inflammatoire. Donc, après ce NALF2, va passer à une nécro-inflammation hépatique qui va fibroser, qui c'est le cas de la cirrhose. Là, déjà, on va avoir un état de hospitalisation. OK? Là, c'est NASH cirrhotique. Donc, on a ici, cette descente d'en bas, il est encore plus précis. On va passer d'un, remarquez bien la couleur, remarquez bien le tissu, comment il devient fibreux, fibreux et fibreux. Là, on a déjà un pré-cancer, là, un cancer, là, tous les deux, là. Là-haut. Vous voyez? Donc, j'allais dire que dans cet facteur de risque, on a tout ça. Après, il met ici numéro 1, mais on peut considérer que ce 1-là, on peut le transporter pour ici, comme je vous ai montré, pour arriver à un NASH cirrhotique et après passer à carcinome hépatocellulaire. Et là, regardez, obésité, diabète, fibrose avancée, ça va se répéter. L'histoire va se répéter. Donc, pourquoi on va se préoccuper avec si c'est 1 ou 2, 2 ou 1? Ce qui est aussi dangereux, c'est qu'on ne sait pas, mais parfois, cette transition de NALFD à NASH, de inflammatoire, peut venir direct en carcinome, ou sinon faire ce chemin-là. Mais nous, on va arrêter le processus. C'est ça notre proposition. Et vous pouvez me demander, est-ce qu'un traitement de nutrition fonctionnelle fonctionne pour les stéatoses hépatiques? Je vais vous dire, si le patient fait ce qu'on dit, ça fonctionne, je ne vais pas dire 100%, mais bon, presque, presque. C'est un succès. On peut revenir en arrière si on est dans cette phase-là, de revenir en arrière. Évidemment, si on a un carcinome hépatocellulaire ou si on a une fibrose, si on a un NASH cirrhotique, c'est une autre histoire. Mais on peut beaucoup améliorer quand même. Mais là, on va passer déjà à une situation hospitalière. Ce n'est pas notre souhait, évidemment. Je voudrais répéter cette question de ce foie nécrosé, qu'en fait, le foie va commencer à se cicatriser. C'est une cicatrisation. On sait que cicatrisation, c'est un processus de régénération. Mais là, la cicatrisation, c'est la mort du foie. Si vous avez une personne qui a un cancer du côlon avec une métastase au niveau du foie, c'est exactement ça aussi qui va se passer. Elle va augmenter sa valeur de paramètres inflammatoires, CRP, ASAT, ALAT, ça va exploser et le foie va devenir comme ça, fibreux. Et là, c'est non seulement la mort cellulaire, comme la mort de la personne elle-même, n'est-ce pas? Donc, ce sont des maladies gravissimes que nous, de la nutrition fonctionnelle, s'il y avait un peu plus d'ouverture, un peu plus de compréhension, on n'est pas là pour faire du diagnostic, on n'est pas là pour enlever le travail de médecin, mais on est là pour prévenir, on est là pour intervenir avec tout ce qu'on peut en termes de nutrition fonctionnelle pour ne pas arriver là. Mais malheureusement, on est dans le
compte-gouttes vis-à-vis de ça. J'ai eu des patients où j'ai travaillé avec les médecins en train de travailler tout ça et on a eu des résultats, je ne vais même pas dire, c'est même pas fantastique, des résultats hors normes. Et vous ne pensez pas que vous êtes de transformeur? Vous ne pensez pas que vous pouvez transformer la vie de quelqu'un? Et je parle de transformer avec alimentation, activité physique, hydratation. Et là, le coach sportif, il a quelque chose de très important à jouer. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il connaisse cette maladie pour savoir quelle est la meilleure stratégie pour son client. C'est pas donner, comme je vais dans ma salle de sport, que le mec donne le même exercice à tout le monde, quoi. Ah, mais j'aime pas ça, donc vous faites ça. Ah, j'aime faire cet exercice-là. Donc, mais sans aucun critère scientifique. Ça ne va pas transformer. Ça ne va pas transformer. La transition fibreuse est compliquée. Il n'y a pas de signes et symptômes. On va détecter la transition fibreuse. Je vais vous montrer dans quelques minutes. OK? Je vais vous donner dans quelques secondes comment on fait. D'accord? Donc, là, on a notre nécro-inflammation. Je vous ai répondu. Est-ce que notre traitement fonctionne? Oui. Oui et oui. Alors, les diagnostics, vous savez très bien qui est de spécialistes qui vont le faire. Donc, j'ai même mis ici pour ne pas avoir de doute qu'on sera fou de dire à quelqu'un, vous avez de l'hystéatose, mais on peut quand même soupçonner et demander aux spécialistes qui peuvent diagnostiquer la graisse dans le foie sont 2 points. Les médecins généralistes, les gastro-entérologues et les pathologues. Je vous ai montré l'arbre du début. Hépatologue, gastro-entérologue et médecin généraliste. Mais là, on est déjà dans l'arbre. Il faut revenir là dans notre travail pour résoudre le problème. Alors, les professionnels de santé, vous, jouent un rôle crucial, important, extrêmement important dans la prévention et le suivi, puisque le seul traitement efficace est basé sur des changements de mode de vie, qu'on appelle en nutrition fonctionnelle les modifiables. Ça veut dire qu'on va changer quoi de ces modifiables? L'alimentation, la nutrition, l'hydratation, le sommeil, les aspects psychiques, le mental de la personne, le spirituel de cette personne. Il faut tout travailler parce que si une personne a la stéatose hépatique, elle n'a pas ça pour rien. Ça vient de beaucoup de choses, des déclencheurs, des antécédents très importants. Très important. Et il y a des questions, je voudrais revenir à ça, spécifiques en termes d'alimentation et d'activité physique. OK? L'état de notre foie, il sera détecté par les tests biochimiques qu'on va parler. TGO, ASAT, gamma-GT, TGP qui est ALAT. Donc, on a l'alanine, aminotransférase, on a l'aspartate aminotransférase. Je vais vous expliquer la fois prochaine. Vous allez tout comprendre. Donc, en plus des marqueurs inflammatoires, on peut avoir aussi l'homocystéine, il y a des altérations, acide urique, CRP, US, tout ce qui fait partie des protéines de phase aiguë. Tout ça sera associé à échographie abdominale et ce qu'on appelle élastographie transitoire ou hépatique, qu'on appelle fibroscan. Aujourd'hui, les examens de référence seraient l'échographie abdominale, les IRM, élastographie transitoire. Qu'est-ce que c'est élastographie? Élastographie, c'est de voir la capacité d'élasticité du foie pour voir en quel état il est. Donc, en répondant à la personne, on a stéatose hépatique de grade 1, de grade 2, de grade 3. Et là, on sait à quel point on est. Des méthodes efficaces, c'est l'élastographie, très important parce qu'elle est moins invasive que la biopsie. Et je vous montre ici, par exemple, une photo d'une imagerie de résonance
magnétique, un IRM, regardez cet IRM, où on va voir de régions, vous voyez, qui sont déjà fibrosées. Et c'est le radiologue qui va déterminer avec les examens, les tests biochimiques, à quel niveau cette personne elle est, à quel stage elle est. OK? Et ici, c'est que pour vous donner un exemple aussi qu'ils utilisent, c'est une échographie. OK? Ce qui est important, peut-on inverser le processus de l'estéatose? Oui, par l'intervention du professionnel de santé qui connaît la nutrition fonctionnelle. En sachant que ça ne sert pas à grande chose de travailler que la colère et l'amour de la personne. Il va falloir une connaissance scientifique de ce que je vous ai mis, qui sont les incontournables, qui est connaître l'histologie, la circulation, le processus de détoxification du foie. Tout est un ensemble, n'est-ce pas? Mais cet ensemble, je vais vous montrer la prochaine fois, que si vous ne connaissez pas l'intestin, ça devient très compliqué de résoudre cette problématique-là. Si vous ne connaissez pas, scientifiquement parlant, comment résoudre des problèmes d'intestin. Et vous voyez dans ma photo là, des points de, comme je vous ai dit, de fibrose du foie. Je pense qu'on a compris que les diagnostics, ce n'est pas à nous de le faire. Que pensez-vous de l'oligoscan qui montre une stéatose avec une écho hépatique normale? Je ne pense rien du tout. Pourquoi? Ce n'est pas ni à vous, ni à moi, Elisa, de imaginer un hépatologue, un mec qui étudie que le foie. Il passe des heures, des années en train d'étudier ça. Et ça ne m'appartient pas et ça, je ne veux pas savoir. Ce que je veux, c'est le rapport du médecin en disant, il a... Alors, le problème, c'est que parfois, le marqueur seront cachés et la personne, elle a déjà une stéatose. Mais on peut soupçonner et commencer à traiter parce que vous n'allez pas donner de médicaments de toute façon. OK? Mais si la personne elle a une insuline résistance, si la personne est en surpoids, il y a des marqueurs biologiques et parfois le ASAT et la LAT seront totalement normaux. Ça peut être pour deux raisons que je vous expliquerai la prochaine fois. Malgré, il a parfois un problème grave de foie. Mais on va voir les choses au fur et à mesure. L'IRM, la tomographie et la biopsie peuvent être effectuées dans le cas plus grave ou spécifique. Je pense que je vous ai dit que l'IRM, c'est le gold standard. Non, gold standard, plutôt échographie et élastographie. Et IRM, tomographie et biopsie pour des cas vraiment qui a même d'autres soupçons beaucoup plus graves. Voilà pour aujourd'hui. On va discuter ASAT, ALAT, gamma-GT et d'autres marqueurs inflammatoires la prochaine fois. Notre objectif, on va discuter la question de marqueurs inflammatoires, ASAT, ALAT, ALAT plus haut, ASAT plus bas. Qu'est-ce que c'est ALAT? Qu'est-ce que c'est ASAT? Qu'est-ce que c'est TGO? Qu'est-ce que c'est TGP? Qu'est-ce que c'est tout ça? Albumine, elle joue comment? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Tout ça, on va voir comme marqueur inflammatoire du foie. Ça va vous permettre d'avoir une compréhension clinique de la stéatose hépatique par la nutrition fonctionnelle. Est-ce que vous avez compris la stéatose hépatique en nutrition fonctionnelle? Vem comigo. On va doucement. C'est un sujet très dense. Je ne veux pas faire que vous allez être dans toutes les informations sur le foie d'un seul coup. Parce que vous allez voir que c'est complexe. Aujourd'hui, je fais un survol. On ne va pas faire une formation sur le foie. Mais vous aurez déjà une bonne compréhension. Alors, je vais vous inviter à faire une petite carte mentale en me disant qu'est-ce qui est important aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez retenu qui est nouveau et important que vous avez appris. Et vous allez petit à petit comprendre ce merveille que c'est le foie. Je vous remercie et vem comigo. À bientôt. À bientôt. À bientôt tout le monde.
Vem comigo!